des trois interrogations de la philosophie morale et de la théorie du droit autour du châtiment. Qu'est-ce que punir? Pourquoi punit-on? Qui punit-on? C'est cette dernière qui semble avoir été qui semble avoir suscité le moins d'intérêt. La définition a donné lieu au milieu du XXe siècle, on l'a vu, à une efflorescence de discussions qui ont permis la stabilisation de la réponse à la question « qu'est-ce que punir ?» Même si, comme on l'a vu, cette définition pouvait être discutée et nous le verrons, la distinction entre punition et vengeance demeure débattue. La justification a, elle, été beaucoup plus discutée encore, et ce particulièrement depuis le XVIIIe siècle, puisque se sont opposées les deux approches principales de la question « pourquoi punit-on ?», que j'évoquais il y a quelques instants. L'une rétributiviste kantienne, affirmant la nécessité de punir pour la seule raison qu'une violation de la loi a été commise, l'autre utilitariste, benthamienne, limitant l'acte de punir à la seule éventualité que la conséquence en soit une réduction de la délinquance et de la criminalité. La première donc tournée vers l'individu et le passé, et la seconde vers le collectif et le futur. Mais la distribution dans la société, c'est-à-dire la question « qui punit-on ?», n'a guère retenu l'attention des philosophes et des juristes. Ainsi, l'article « Legal Punishment », le châtiment légal, de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est une référence mondiale pour cette discipline. Donc, dans cet article, Legal Punishment, le mot distribution, n'apparaît pas une seule fois, et parmi les 283 références indiquées, seules 2 contiennent ce terme, tandis qu'on ne trouve nulle part dans le texte, ni dans les références, texte par ailleurs très riche, le mot inégalité. Tout se passe comme si la répartition sociale du châtiment était réglée implicitement par le fait que tous les individus doivent être traités de manière égale, n'appelant donc guère de commentaires supplémentaires sur la manière dont cette égalité doit s'opérer. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote accordait une même importance en matière de justice au respect des lois et à l'égalité des droits. Je le cite, « Ce qui est juste, c'est ce qui est légal et ce qui est équitable, tandis que ce qui est injuste, c'est ce qui est illégal et qui est inéquitable. » Il distinguait la justice distributive, concernant la répartition des biens, et la justice corrective, concernant l'application de châtiments. S'agissant de cette dernière, la justice corrective, il insistait sur l'importance que chacun soit traité de la même manière. Je cite, « Peu importe qu'une spoliation soit commise par un honnête homme aux dépens d'un vilain, ou à l'inverse, ou que l'auteur d'un adultère soit un honnête homme ou un vilain, ce qui importe, c'est le dommage occasionné, et la seule chose que considère la loi, traitant les personnes sur un pied d'égalité, c'est de savoir si l'une a commis une injustice dont l'autre a été victime. » La conclusion s'imposait donc, je le cite encore, « Devant ce traitement injuste, ce qui introduit de l'inégalité, le juge s'efforce de rétablir l'égalité. » Cette tâche n'appelle cependant pas une équivalence entre le tort causé et le châtiment infligé, comme dans la loi du talion, car, dit-il, la réciprocité veut qu'on rende en proportion et non selon le principe d'égalité. Ce que cette réciprocité proportionnelle signifie précisément a fait l'objet de nombreuses discussions, notamment pour savoir si elle implique que la justice consiste à rétablir les choses telles qu'elles étaient avant que ne soit commis le dommage, ce qu'on qualifie d'interprétation standard, ou bien à répondre à l'attente de la personne lésée d'obtenir réparation afin de garantir son adhésion aux valeurs de sa société, selon une approche qu'à ce moment-là on peut appeler plutôt communautarienne. L'essentiel est cependant cette association de la légalité et de l'égalité qu'Aristote établit dans la définition de la justice, aussi bien distributive d'ailleurs que corrective.
c'est-à-dire pour utiliser un langage contemporain en matière de justice sociale comme de justice pénale. S'il est probable que la plupart des philosophes et des juristes partagent l'idée que la justice doit traiter également tous les membres de la société, ce qui revient, il faut bien le dire, au truisme que la justice doit être juste, au sens anglais de fair, et donc que chacun soit traité comme il le mérite, sans différence en fonction du statut ou de l'origine, et sans biais liés à des passions ou des intérêts, peu s'intéressent à ce qu'il en est dans les faits. C'est du reste le constat qu'ont fait au début du XXe siècle les promoteurs de la théorie du legal realism, le réalisme juridique, lequel, en réaction contre les approches formalistes du droit, ont affirmé premièrement qu'il fallait aborder la loi non pas à travers des réflexions philosophiques cherchant à en comprendre la nature et les principes, mais à travers des enquêtes empiriques examinant la manière dont elle est conçue et appliquée, et deuxièmement, que les magistrats ne prononçaient pas leur jugement uniquement en fonction de règles abstraites, mais également en fonction d'enjeux politiques, d'intérêts sociaux et plus généralement du contexte dans lequel ils exerçaient. Ils étaient en cela les héritiers du pragmatisme de John Dewey et plus directement encore de la théorie prédictive du droit d'Oliver Wendell Holmes, juge de la Cour suprême des États-Unis, qui écrivait en ouverture de son livre célèbre The Common Law, paru en 1881, je le cite, « La vie du droit n'a pas été une affaire de logique, mais d'expérience. Les nécessités perçues dans une époque donnée, les théories morales et les politiques dominantes, les intuitions avouées ou inconscientes d'ordre public et même les préjugés que les magistrats partagent avec leurs semblables ont joué un rôle bien plus important que le syllogisme dans la détermination des règles par lesquelles les êtres humains devraient être gouvernés. Et pour lui, le droit incarne l'histoire du développement d'une nation. » C'est cette même tradition qu'a reprise bien plus tard le mouvement Law and Society, qui a été créé en 1964, selon lequel, je cite, « Le droit ne se limite pas seulement aux mots des documents officiels, mais peut aussi se trouver dans les diverses approches et pratiques des personnes interagissant avec les domaines régis par le droit, dans les demandes de réparation juridique des injustices et dans le pouvoir coercitif exercé pour faire respecter l'ordre légal. » Fin de citation. En somme, de la théorie du legal realism au mouvement Law and Society, et sans d'ailleurs qu'il y ait une filiation directe entre les deux, s'exprime la volonté de comprendre le droit non comme il devrait être, mais comme il est réellement. C'est aussi ce à quoi s'emploient les sciences sociales, et ce qui importe finalement le plus, je crois, aux citoyens. Et c'est ce à quoi je vais consacrer ce cours sur la reproduction des inégalités en matière de justice. Pour en revenir au principe affirmé de l'égalité devant la loi et donc de la distribution juste du châtiment, nombreux sont celles et ceux qui, au fil des siècles, ont constaté que cette égalité et cette distribution juste n'étaient assurément pas respectées dans les faits. Deux exemples, à plus de 2 siècles de distance et très différents de nature, comme vous allez le voir, permettront de l'illustrer. Le 23 mai 1791, le parlementaire révolutionnaire et haut magistrat Louis-Michel Lepelletier présente devant l'Assemblée nationale le projet de code pénal établi par le Comité de constitution et de législation criminelle qu'il présidait. Il déclare que l'égalité des peines est un principe trop précieux pour n'être pas transcrit dans le code pénal, et il ajoute « Ce sera un grand et salutaire exemple lorsqu'on pourra voir le ministre prévaricateur confondu avec la tourbe des criminels, puni plus longtemps parce que son attentat a blessé davantage la patrie et chargé légalement des mêmes fers dont ils opprimaient arbitrairement l'innocence. » Fin de citation. Discours d'un temps où il avait semblé nécessaire que la justice soit juste, un idéal qui fit long feu. Discours qui résonne aussi 220 ans plus tard dans la remarque que me faisait un jeune homme détenu dans la maison d'arrêt où j'ai conduit la recherche que j'ai déjà évoquée pendant 4 années. Français d'origine marocaine,
il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme pour une session de cannabis, et ce bien qu'il fût primo-délinquant, c'est-à-dire qu'il n'eût jamais été condamné auparavant. Enfermé depuis 18 mois, il avait gagné, grâce à sa bonne conduite dans l'établissement, la position enviée d'auxiliaire, dont j'ai déjà dit que, d'une part, elle l'obligeait à assurer des tâches d'entretien dans l'aile de son bâtiment, mais d'autre part, lui permettait de bénéficier seul d'une cellule plus grande et de garder sa porte ouverte pour ses activités. Par un après-midi caniculaire, donc, il avait préféré ne pas sortir en promenade pour éviter la chaleur, d'autant que c'était Ramadan et qu'il souffrait de la soif. Nous discutions dans sa cellule, regardant par la fenêtre qu'opacifiait le doublement des barreaux par un épais caillebotis noir. Il me dit « On ne va pas se mentir, monsieur. Regardez dans la cour de promenade, il n'y a que des Noirs et des Arabes. » Il reconnut qu'il avait fait du commerce de cannabis et que c'était un délit. Et il ajoutait cependant « Mais c'est que du shit. Moi, je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis incapable de voler quoi que ce soit dans un supermarché. Je paye mes impôts et mes amendes. Alors quand je vois un président de la République qui profite de l'argent d'une vieille femme sénile, ou un ministre du budget avec ses millions qu'il doit au fisc, et eux, ils sont libres. Là, on ressent l'injustice de la justice. Il faut savoir que la plupart des prisonniers n'ont guère d'autre activité en maison d'arrêt que la télévision, et beaucoup suivent très attentivement les informations, et notamment lorsqu'elles traitent d'affaires judiciaires qu'ils comparent à celles qui les concernent. Quelques années après cette conversation, l'ancien président de la République et l'ancien ministre du Budget, dont il était question, ont pourtant fini par être jugés. Et d'instruction en procès, de procès en appel, ils ont fait l'objet de condamnation. L'ancien président a certes bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire qui était évoquée par mon interlocuteur, parce que les abus de faiblesse, le trafic d'influence et le recel n'ont pas été retenus, faute de preuves suffisantes des déficiences cognitives de sa généreuse donatrice. Mais il a été condamné pour 2 autres affaires, la première à 1 an d'emprisonnement ferme réduit en appel à 6 mois, réduite en appel à 6 mois avec sursis, et pour des fausses factures en lien avec ses dépenses de campagne électorale. La seconde à 3 années d'emprisonnement, dont une ferme, pour corruption et trafic d'influence, et dans les 2 cas, il s'est pourvu en cassation, tandis que plusieurs autres affaires, parfois très anciennes, sont encore en attente d'un premier procès. L'ancien ministre a, quant à lui, été condamné en première instance pour fraude fiscale et blanchiment à 3 ans de prison ferme, puis en appel à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. En ce qui concerne l'ancien président, les 2 peines étant distinctes, 6 mois ferme et 1 an ferme, elles ne donneront donc pas lieu à des incarcérations puisqu'elles se situent juste sous la limite légale de l'aménagement ab initio qui a été ramené à 1 an par une loi de 2019. Et pour ce qui est de l'ancien ministre, la peine a été révisée en appel précisément afin de permettre l'application de cette mesure qui, à l'époque du procès, permettait l'aménagement ab initio jusqu'à 2 ans d'emprisonnement ferme dans le cadre d'une loi de 2009. Ainsi, bien que les 2 hommes politiques jugés pour des faits graves qui touchent au fonctionnement de la vie démocratique aient eu des condamnations sévères, et du reste comparables par leur durée à celles du détenu, l'un comme l'autre ne connaîtront pas la prison pour les délits qu'ils ont commis, tandis que le jeune homme y a passé, lui, la totalité des 3 années de la peine infligée, moins quelques mois de réduction de peine. La France du XXIe siècle est donc encore loin du rêve de Louis-Michel Lepelletier de ce que serait, je le cite à nouveau, le grand et salutaire exemple du châtiment du responsable politique prévaricateur. La justice sait parfois prononcer des peines sévères contre des hommes de pouvoir, mais elle le fait en leur évitant le stigmate et la rigueur de l'incarcération, auquel elle n'a en revanche pas de scrupule à condamner les délinquants des classes populaires. Comme l'écrivait Émile Durkheim, alors même que l'acte criminel est certainement nuisible à la société, il s'en faut que le degré de nocivité qu'il représente soit régulièrement en rapport avec l'intensité de la répression qui le frappe. Et on peut se demander si, en l'occurrence, les malversations financières dans le cadre d'élections présidentielles, la corruption de magistrats en vue d'interférer avec des enquêtes judiciaires et la soustraction d'argent public pour une fraude fiscale massive ne sont pas plus préjudiciables à la société que la revente d'une substance certes illégale,
mais dont l'usage est dépénalisé dans la plupart des pays européens. Les juges ne semblent pas le penser, donnant ainsi raison à l'auteur de la division du travail social, donc à Miller-Keim. De cette disparité des condamnations en fonction des catégories sociales, le statisticien Bruno Aubusson de Cavarlet avait donné en 1985 une analyse dans un article au sous-titre significatif « Hommes, peines et infractions, la légalité de l'inégalité ». Son enquête portait sur les données publiées par le ministère de la Justice de 1952 à 1978 et intégrait des variables concernant les crimes et délits, les sanctions infligées et la caractérisation des condamnés par sexe, âge, profession et nationalité. Il établissait notamment que l'emprisonnement ferme était prononcé une fois sur 2 pour les personnes sans profession, une fois sur 7 pour les ouvriers et une fois sur 30 pour les employeurs, tandis qu'à l'inverse, les amendes étaient données dans plus de 8 cas sur 10 aux employeurs, une fois sur 2 aux ouvriers et une fois sur 5 aux personnes sans profession. L'auteur en concluait d'une formule aux accents marxistes qui est souvent citée: veut-on caricaturer? L'amende est bourgeoise et petite bourgeoise, l'emprisonnement ferme est sous-prolétarien et l'emprisonnement avec sursis est populaire. Mais il n'ignorait évidemment pas que cette différenciation aurait pu simplement résulter de la structure particulière des infractions dans les différentes catégories sociales. Et donc, pour prendre en compte cette structure, il a construit un indice de sévérité relative pour chaque grand type de délit et de crime, en divisant simplement le taux d'emprisonnement ferme de chaque groupe par le taux d'emprisonnement ferme moyen. Donc la valeur 1 correspondait au fait qu'il n'y a pas de sévérité particulière pour la catégorie qui était concernée. Et donc, dans son étude, pour n'en donner qu'un exemple, les infractions liées au travail, l'indice pour ces infractions était par exemple donc, de 4,80 pour les personnes sans profession, de 2,37 pour les ouvriers et de 0,06 pour les employeurs, ce qui révélait une tolérance 80 fois plus grande à l'égard des employeurs que des personnes sans profession. Plus généralement, il mettait en évidence une gradation des classes sociales pour presque toutes les violations de la norme, hormis pour les atteintes aux mœurs. Cette recherche, qui, comme vous le voyez, remonte à plusieurs décennies, n'est pas obsolète et ce qu'elle décrit est largement confirmé par diverses enquêtes en France et à l'étranger. Une étude conduite par Odile Timbard pour le ministère de la Justice montre qu'au cours de la décennie 2000, les condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qui concernent essentiellement le cannabis, ont plus que doublé, de 22 800 à 46 600. Et celle pour simple usage, ou usage simple, a presque quadruplé, de 6 800 à 24 000. Au cours de cette période, les enquêtes épidémiologiques montrent que les jeunes, qui sont principalement visés par la répression, sont de moins en moins attirés par le cannabis. Ainsi, la consommation régulière passe de 10 à 7%, la consommation occasionnelle de 28 à 24% et la consommation sous forme d'expérimentation de 46 à 42%. Autrement dit, on observe un recul significatif de l'usage, mais une hausse spectaculaire des sanctions pour les usagers. Parallèlement, selon cette étude, au cours de cette même décennie 2000, les condamnations pour infractions économiques et financières baissent de 17%, de 20 000 à un peu plus de 16 000. Or, dans le même temps, le nombre de faits constatés par la police double pratiquement, passant de 127 000 à 246 000. À ceci près, il est vrai que cette augmentation est liée surtout aux escroqueries et abus de confiance, incluant les utilisations frauduleuses de cartes bancaires, dont la comptabilité se fait non pas par le nombre de délinquants, mais par le nombre de victimes, ce qui évidemment augmente beaucoup les chiffres. À l'inverse, les délits des entreprises en matière de banqueroute, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'infraction à la législation sur le travail sont divisés par 5 en 20 ans, du fait d'un désinvestissement des services de répression de la délinquance économique et financière, qui voient leurs moyens et leurs effectifs se réduire, tandis que les parquets font passer de moins en moins d'affaires aux pôles économiques et financiers spécialisés, qui sont composés de magistrats habitués à travailler sur les enquêtes sur des dossiers complexes. En somme,
On observe une baisse des condamnations pour les délits commis par les entreprises, non en raison d'une diminution des infractions, mais par réduction des ressources allouées et soustraction des affaires transmises aux services compétents. Cette double évolution, une progression des condamnations pour usage de cannabis pourtant en baisse dans les faits, et un recul des condamnations pour délits économiques et financiers par déclin des dispositifs d'enquête, correspond à des choix politiques de sévérité sélective. Au cours des années 2000, le ministre de l'Intérieur, devenu président de la République, d'un côté déclarait, je le cite, une guerre aux trafiquants et aux délinquants, qui s'avérait en réalité être une guerre aux usagers de cannabis, tandis que les condamnations pour trafic stagnaient. Et de l'autre, il annonçait, je le cite encore, mettre un terme à la pénalisation des affaires afin de protéger le monde de l'entreprise. La ligne de partage social était donc clairement tracée entre ceux qu'on veut punir et ceux qu'on veut épargner. Alors, je vais essayer de préciser un peu comment se manifeste concrètement cette distinction entre les deux. La répression de l'infraction à la législation sur les stupéfiants est loin d'être socialement neutre. Alors que les enquêtes établissaient dans les années 2000 que parmi les jeunes, c'était dans les milieux favorisés, caractérisés par la présence de parents, chefs d'entreprise, cadres ou artisans, que la consommation de cannabis, aussi bien occasionnelle que régulière, était la plus élevée. Cependant qu'elle était la plus faible dans les catégories modestes définies par des parents ouvriers. Mais c'est au sein des classes populaires qu'avaient lieu les interpellations. Comme je l'ai évoqué précédemment, au cours des 15 mois de mon enquête avec des unités de police, les patrouilles n'avaient jamais lieu dans les quartiers résidentiels, mais se concentraient dans les seules cités d'habitat social, ainsi que dans les centres-villes. Les soirs de célébration des fins de trimestre, les étudiantes et les étudiants d'une prestigieuse école de commerce, qui se trouvaient autour d'un bar sur une place publique pour boire et fumer, n'étaient pas inquiétés par l'équipage de la brigade anticriminalité stationnée aux abords de ce lieu. Au bout d'une heure ou deux de cette présence passive, les policiers reprenaient la route et se dirigeaient vers l'un des grands ensembles d'immeubles de l'agglomération, s'y livrant parfois avec rudesse à des contrôles d'identité et des fouilles au corps des adolescents et des jeunes qui bavardaient tranquillement près de leur domicile. Les forces de l'ordre ignoraient donc la consommation ostensible de cannabis des uns pour ne considérer que l'éventualité de la possession de ce produit chez les autres. Mais il y avait plus. Si elles se postaient près du lieu de la fête estudiantine à l'observer sans pour autant interrompre l'ostensible consommation de drogue, c'est qu'elles avaient pour mission de protéger la jeunesse dorée de l'école de commerce sous l'empire de l'alcool et des stupéfiants, d'une possible agression ou d'un possible vol de téléphone portable qu'on imaginait pouvoir être commis par la jeunesse racisée des cités voisines. Ainsi, cette répression sélective conduisait-elle à ce que les seules interpellations pour usage ou possession de cannabis se produisent au sein de cette jeunesse des cités, sans pour autant que ces interpellations y soient d'ailleurs systématiques, puisqu'elles pouvaient dépendre d'un éventuel contentieux avec un jeune ou de quotas de mise en cause à défendre, à atteindre. La guerre annoncée par le président de la République et mise en œuvre par les forces de l'ordre n'a donc eu lieu que dans les quartiers populaires, dont les habitants étaient fréquemment contrôlés, parfois interpellés et présentés au parquet, voire condamnés dans certains cas à des peines d'emprisonnement. Ce n'était là, ces années 2000, que le début d'une répression ciblée. Au cours de la décennie suivante, la part des poursuites pénales pour usage simple de cannabis a encore doublé en Île-de-France, passant de 17 à 32% des mises en cause, tandis qu'au niveau national, les condamnations augmentaient de 20 000 à 35 000, essentiellement du fait de l'introduction de l'amende forfaitaire délictuelle, dont il a déjà été question, qui a été introduite en 2019 pour le traitement de cette infraction et permettant aux policiers d'exercer leur pouvoir discrétionnaire dans la rue. Ainsi, les punitions infligées en matière de lutte contre les stupéfiants présentent trois phénomènes. Premièrement, l'application du dispositif législatif institué à partir de 1970 pour lutter contre le trafic de drogue s'est transformée en une pénalisation de l'usage simple de la moins dangereuse d'entre elles, moins dangereuse et du reste bien moins dommageable que l'alcool et le tabac, qui, elles, sont des addictions légales. Deuxièmement, le développement de l'amende forfaitaire délictuelle, officiellement destinée à remédier à l'augmentation du contentieux judiciaire à l'encontre des consommateurs,
permettait en réalité de déplacer l'administration de la sanction de la justice vers la police, de supprimer la possibilité d'individualiser en fonction du contexte et de multiplier le nombre des peines inscrites au casier judiciaire des contrevenants. Troisièmement, la concentration de la répression par les forces de l'ordre sur les seules classes populaires, et notamment les minorités racisées, avait pour conséquence que les différentes logiques décrites, à savoir pénalisation de l'usage simple de cannabis et développement d'une sanction délivrée de manière discrétionnaire, ne concernent en fait que ces catégories. Cette mécanique discriminatoire ne concerne cependant pas seulement la lutte contre les stupéfiants, elle se retrouve dans de nombreux délits, dont la caractérisation et le traitement dans la chaîne pénale obéit aux logiques de ces politiques de répression sélective. À l'autre extrémité de la structure sociale, on trouve ce que le sociologue et criminologue états-unien Edwin Sutherland, dans la conférence qu'il a donnée en 1939 devant l'American Sociological Association, dont il était le président, a appelé « white-collar criminality », expression qui s'est depuis imposée dans les sciences sociales et qu'on traduit en français par « délinquance en col blanc ». Son exposé commençait ainsi. Les économistes connaissent bien les méthodes des affaires, mais n'ont pas l'habitude de les traiter du point de vue de la criminalité. Les sociologues connaissent bien la criminalité, mais n'ont pas l'habitude de les considérer du point de vue du monde des affaires. Cette conférence est une tentative d'intégrer ces deux corpus de savoir. La thèse qu'il avance allait à l'encontre du sens commun et même des statistiques pénales qui, je le cite, montrent de manière non équivoque que le crime tel qu'il est généralement conçu et officiellement mesuré, et Edwin Sutherland insistait sur cette incise, a une incidence élevée dans les classes inférieures et une incidence faible dans les classes supérieures. Pour lui, cette description des faits et les interprétations en termes de pathologie sociale qui en rendaient compte, en se focalisant sur les catégories sociales les plus modestes, étaient trompeuses et incorrectes. Car, je cite toujours, le crime n'est en fait pas étroitement corrélé à la pauvreté. Si l'on avait cette impression fausse, explique-t-il, c'est qu'on avait fermé les yeux sur la criminalité en col blanc, telle qu'on la trouve parmi ceux qu'il appelait les princes du commerce et les capitaines de la finance et de l'industrie, dont il citait même les noms les plus célèbres dans sa conférence, rappelant que cette délinquance était mise en évidence, et là je le cite encore, dans les activités foncières, les chemins de fer, les assurances, l'armement, les banques, les services publics, les bourses, l'industrie pétrolière, l'immobilier, les comités de redressement, les mises sous séquestre, les faillites et la politique. Bien que ces pratiques ne soient généralement pas qualifiées de crimes, et ajoutait-il que les qualifier ainsi ne les rendent pas pires qu'elles ne sont, en parler dans ces termes, c'était simplement les ramener dans le giron de la criminologie en rappelant qu'elles doivent être prises en compte au même titre que celles commises dans les classes populaires. Car elles portent atteinte non seulement à l'économie, mais également à la collectivité. Et il disait, aussi grande que soit la perte financière entraînée par ces pratiques, elle est moins importante que le dommage causé aux relations sociales en termes de rupture de confiance et par conséquent de préjudice à l'institution de la société. Publié un an plus tard dans l'American Journal of Sociology, le texte de cette conférence n'a pas seulement nommé une réalité jusqu'alors occultée, mais elle a également ouvert un domaine de recherche en même temps qu'une discussion théorique sur ce que signifie white-collar crime, la délinquance en col blanc. Les délits sont-ils liés à une catégorie sociale favorisée, à l'exercice d'une activité professionnelle, ou bien au fonctionnement même du monde des affaires? Dit autrement, l'analyse doit-elle se faire au niveau individuel, au niveau fonctionnel ou au niveau structurel? Les trois ne s'excluent d'ailleurs pas, mais donnent une lecture du mécanisme du délit très différente selon que l'on considère qu'il faut analyser les avantages indus d'une classe privilégiée, par exemple les voyages aux frais de la compagnie, les actes déviants dans l'exercice de certains métiers, tels que des vols de matériel, ou les logiques propres à l'univers de l'entreprise ou de la finance, comme le mensonge sur les réalités des comptes. Dans une approche plus exhaustive, Susan Shapiro proposait de redéfinir la délinquance en col blanc non simplement comme le délit commis par des personnes, mais comme une violation de la relation de confiance.
Cette relation est établie entre des agents qui délèguent une part de leur souveraineté à d'autres agents, par exemple dans le cadre d'une banque, d'une institution de crédit, d'un fonds de pension, d'un syndicat d'entreprise, d'une organisation humanitaire, d'un gouvernement municipal, on pourrait ajouter national. La duplicité et la tromperie, le détournement et la corruption, le délai d'initié et le conflit d'intérêts sont autant de pratiques délictuelles qui mettent à l'épreuve la confiance dans le monde social. La crise dite des subprimes de 2008 pourrait certainement servir de cas d'espèce pour comprendre d'une part la multiplicité et la complexité des délits qui y ont conduit, et d'autre part l'impunité dont ont bénéficié les auteurs de ces pratiques, puisque personne, hormis un cadre du Crédit Suisse, n'a été condamné, tous les contentieux avec les grandes banques ayant été réglés à l'amiable, avec des amendes relativement modestes au regard des chiffres d'affaires de ces institutions. Par exemple, 5 milliards de dollars pour Goldman Sachs, dont les actifs s'élevaient à 878 milliards, 7 milliards pour la Deutsche Bank, et c'est 1670 milliards, 16 milliards pour la Bank of America, et c'est 2150 milliards, 13 milliards pour JP Morgan Chase, et c'est 2420 milliards, soit 5 millièmes de ses actifs. Si je donne ces indications précises, c'est qu'elles ont une valeur générale sur la manière dont la délinquance en col blanc échappe à la justice grâce à des arrangements financiers peu dissuasifs, négociés avec un pouvoir remarquablement conciliant. Le chairman de la commission d'enquête sur la crise financière créée par la commission créée par le Congrès des États-Unis exprima sa déception devant le refus du gouvernement d'engager des poursuites, et le procureur fédéral du Department of Justice démissionna de son poste par frustration de ce qu'il appelait le manque d'engagement, de compétence et de courage des autorités. Les pouvoirs publics et le système pénal n'avaient d'ailleurs pas toujours fait preuve d'un tel laxisme aux États-Unis en matière de délinquance économique et financière. Ainsi, à la suite de la crise de 1987 des Savings and Loans, les caisses d'épargne états-uniennes, qui s'étaient lancées dans des investissements hasardeux à la suite d'une dérégulation fédérale sous la présidence de Ronald Reagan, 1100 responsables avaient été poursuivis et 800 condamnés. Et après la faillite en 2001 de l'entreprise du secteur de l'énergie Enron, la plus importante banqueroute consécutive à des fraudes de tous les temps, ce sont 750 cadres qui avaient été poursuivis, 24 d'entre eux, dont 2 présidents directeurs généraux, qui avaient été condamnés, certains à des peines d'emprisonnement longues. Mais les temps ont changé, et bien que la crise financière de 2008 ait été bien plus grave, elle n'a pas donné lieu à des sanctions. On dispose pour la France de l'analyse historique qui a été réalisée par Pierre Lascoum et Ghislaine Moreau-Capdevielle en 1983 sur ce qu'ils appellent la délinquance d'affaires. Ils distinguent 4 moments au cours des 2 siècles précédents. Entre la Révolution de 1789 et la monarchie de Juillet, les condamnations sont peu nombreuses et concernent surtout les délits dits astucieux, c'est-à-dire les escroqueries, les abus de confiance et les faux en écriture. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le développement parallèle du capitalisme et d'une législation visant à en contenir les excès entraîne une augmentation sensible de la délinquance économique et financière, mais aussi de sa répression, essentiellement cependant à l'encontre des affairistes individuels. De 1900 à la Seconde Guerre mondiale, le contentieux des affaires continue de se développer dans le cadre d'une politique officielle de moralisation de la vie économique, avec désormais des poursuites qui concernent des faits liés à l'activité des entreprises. Mais à partir du milieu du XXe siècle, la tendance s'inverse, l'activité pénale dans ce domaine décline, étant divisée par 2 en 4 décennies, malgré la progression du contentieux en matière de législation du travail et de la sécurité sociale. Depuis la publication de cette recherche, il y a quelques décennies, l'évolution décrite pour cette dernière période a continué. Au cours des années récentes, si une augmentation de la délinquance économique et financière est observée, comme on l'a vu, elle porte essentiellement sur la partie dite astucieuse, donc les escroqueries, donc des actes individuels, tandis que les délits d'entreprise, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les atteintes à la probité, représentées par la corruption, le trafic d'influence, la prise illégale d'intérêts, le détournement de fonds publics, sont en baisse
dans un contexte où, d'une part, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires rend délicat le dévoilement par les employés et les citoyens des délits des entreprises, que la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ne clarifie pas entièrement. Et où, d'autre part, les moyens mis à la disposition des parquets spécialisés, notamment du parquet national financier, sont insuffisants. D'une manière générale, la lutte contre la délinquance dans le domaine des affaires n'est pas la priorité du gouvernement, et la preuve en est le refus en 2021 de renouveler l'agrément de l'association Anticor, qui, depuis sa création en 2002, est la principale association de lutte contre la corruption et s'est portée partie civile dans de nombreux procès pour des malversations présumées, y compris d'anciens présidents de la République, d'anciens présidents de l'Assemblée nationale, du secrétaire général de l'Élysée, du ministre de la Justice. La loi du 6 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et à la délinquance économique et financière permet en effet que les associations de lutte contre la corruption bénéficiant d'un agrément puissent se porter partie civile et ainsi obliger le parquet à transmettre au juge d'instruction des dossiers que, sous la pression du garde des Sceaux, il souhaite enterrer. Et donc le refus de renouvellement entrave cette possibilité. Les liens existants en France entre le monde politique et le monde de l'entreprise a d'ailleurs conduit Transparency International, l'organisation qui lutte contre la corruption des gouvernements et des institutions gouvernementales et classe les pays en fonction, à placer la France au 23e rang mondial en 2022. La recherche qu'a conduite Alexis Speer, sociologue, sur ce qu'il appelle la domestication de l'impôt par les classes dominantes, montre comment, plutôt que de dénoncer la contrainte fiscale, comme il le faisait naguère, les catégories les plus fortunées préfèrent aujourd'hui s'arranger avec les pouvoirs publics en jouant sur la ligne de crête qui sépare les activités illégales des activités immorales mais légales. C'est le cas d'une part sur la frontière floue entre évasion fiscale réprimée et optimisation fiscale tolérée. Par exemple, en adoptant la résidence pour soi-même ou pour son entreprise dans des pays et des territoires dont l'impôt est moindre, et d'autre part sur l'intervention auprès de l'exécutif et du législateur en vue d'obtenir des conditions favorables permettant d'être taxé moins grâce à des niches fiscales, tout en paraissant consentir démocratiquement à l'impôt. Le résultat de ces deux stratégies développées par les cols blancs est de priver leur pays de leur contribution à ces ressources fiscales et d'approfondir ainsi les inégalités économiques en étant moins taxés que leur richesse ne l'impliquerait. Parallèlement, leurs relations avec l'administration fiscale se font d'un côté par l'obtention de conseils personnalisés, à l'occasion de rencontres avec les inspecteurs des impôts qui leur expliquent comment tirer le meilleur profit des règles existantes, et de l'autre, par le traitement des fraudes avérées, pour lesquelles les redressements sont négociés de manière avantageuse avec les contrôleurs du fisc. En faisant jouer cette double connivence, éventuellement avec l'aide d'avocats fiscalistes dont certains sont des anciens agents du fisc, les catégories aisées qui mêlent volontiers leurs revenus privés et les comptes de leur entreprise, par exemple, comme on leur conseille, en créant des holdings qui permettent de les faire figurer ensemble à des taux d'imposition très bas, d'un côté évitent les sanctions tout en contournant l'esprit de la fiscalité, et de l'autre, lorsqu'ils ne peuvent les éviter, en réduisent les effets. Les affinités entre le monde politique et le monde des affaires favorisent ainsi les dispositifs qui autorisent ces arrangements et épargnent aux plus riches les désagréments de la punition. Ce qui est vrai au niveau national l'est également au niveau international. Après la révélation en 2014, grâce à une enquête journalistique d'un vaste système d'évasion fiscale de multinationales au Luxembourg, l'ancien Premier ministre de ce pays, devenu entre-temps président de la Commission européenne, reconnaissait que ces pratiques ne correspondaient pas, je le cite, au concept de justice fiscale et aux normes éthiques et morales généralement admises. Alors que les entreprises en cause ne faisaient pas l'objet de sanctions, ce sont en fait les deux lanceurs d'alerte qui étaient condamnés par la justice luxembourgeoise à des amendes et des peines d'emprisonnement avec sursis. Condamnation confirmée en appel et pour l'un des deux en cassation.
Ce sont donc des régimes de punitivité bien distincts qui s'appliquent aux classes populaires et aux classes dominantes, et l'usage de cannabis a des conséquences bien plus graves pour les contrevenants que la fraude à l'impôt. En réalité, l'inégalité est plus grande encore puisque ce n'est pas simplement la sanction qui diffère, c'est aussi la qualification. Ce qui est un délit pénal pour les uns et pour les autres une simple irrégularité fiscale. Cette distinction entre délit des classes populaires qu'il faut punir et irrégularité des classes dominantes qui doit être tolérée, Michel Foucault l'a mise en évidence dans son cours au Collège de France de 1972-1973 intitulé « La société punitive ». La question qu'il se pose alors est la suivante. Comment comprendre le remplacement d'un système coercitif hétérogène par un double système pénal et pénitentiaire relativement homogène à la fin du XVIIIe siècle avec la naissance de la prison ? En d'autres termes, pourquoi ce processus lent de décalage vers l'appareil d'État s'est-il accéléré et pourquoi a-t-on abouti finalement à ce système unifié, c'est-à-dire autour de la prison ? Pour rendre compte de cette transformation, il faut, dit-il, en passer par une analyse de la différenciation de ce qu'il appelle les illégalismes populaires et bourgeois, ce sont ces termes, et leur passage d'une relation d'accommodement mutuel à une relation de confrontation. Il emprunte pour ce faire, au livre de l'historien Paul Bois, Les paysans de l'Ouest, l'exemple des tisserands du Maine. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les artisans fabriquent des toiles sur des métiers qu'ils possèdent à leur domicile et ils les vendent à des marchands qui en font le commerce. Il existe des ordonnances réglementant cette production et des agents de contrôle qui vérifient le respect des règles ainsi que des prélèvements effectués par les pouvoirs publics par l'exercice de droits et le paiement des amendes. Pour contourner ces contraintes, artisans et marchands s'entendent entre eux, les seconds pour passer des contrats aux premiers, en dehors du marché officiel, les uns et les autres évaluant à leur gré la quantité et la qualité des toiles. De cet illégalisme, Michel Foucault montre qu'il est fonctionnel, bénéficiant au capitalisme naissant par la soustraction de l'impôt féodal qui dégage ainsi une marge profitable pour les deux parties. Victimes de cette fraude, les nobles se rattrapent toutefois à la cour du roi en obtenant des avantages matériels et fiscaux qui privent donc l'État des ressources correspondantes. Plus généralement, au cours de cette période, se constituent trois illégalismes populaires, bourgeois, privilégiés, qui se tiennent dans une sorte d'accommodement plus ou moins implicite où chacun trouve son compte. Le plus instable des trois, c'est cependant l'illégalisme populaire, soit qu'il glisse vers la délinquance de droit commun avec le brigandage et le vagabondage, quand les paysans se paupérisent, soit qu'il passe dans la lutte politique avec la grève des impôts ou le pillage des perceptions lorsque la fiscalité les étrangle. Quant au dispositif administratif chargé du contrôle de la régularité des échanges économiques, il agit en fait comme une instance d'arbitrage des illégalismes. Ce sont les termes de Michel Foucault. C'est cet équilibre qui se rompt à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, lorsque la bourgeoisie conquiert le pouvoir. En effet, avec le développement du capitalisme industriel, l'économie s'organise autour de nouveaux rapports de production. Considérant cette fois les activités dans le port de Londres, où arrivent les produits du monde entier, Michel Foucault décrit comment les ouvriers qui y travaillent pour des salaires misérables se trouvent en présence de richesses considérables dont certains organisent le détournement. La déprédation qui en résulte lèse désormais directement la bourgeoisie et conduit cette dernière à mettre en œuvre un appareil répressif. Ce n'est plus la règle qu'on enfreint, c'est la propriété qu'on viole. On tolérait le fraudeur, nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. On punit le voleur, devenu ennemi public. La prison devient la solution au problème de la délinquance. Cette pénalisation des classes populaires s'accompagne d'une moralisation qui a pour objectif ultime d'opérer en leur sein une distinction entre le prolétaire délinquant et l'ouvrier honnête, permettant ainsi à la bourgeoisie d'assurer son autorité sur le peuple. Au sommet de cette hiérarchie qui se redessine, les classes privilégiées continuent de pratiquer des illégalismes, mais elles les escamotent de deux manières. D'une part, elles mettent en place des modalités d'échappement aux sanctions que prévoit la loi, et d'autre part, elles changent la législation
pour l'adapter à leurs pratiques déviantes. Ainsi, les illégalismes se reconfigurent en fonction des positions sociales d'une manière qui se consolidera dans les 2 siècles suivants, ainsi que je l'ai décrit précédemment. Justice inflexible et emprisonnement largement distribués pour les petits délinquants des quartiers populaires, justice bienveillante et arrangement avec les autorités pour les délinquants en col blanc, entre les deux, des classes moyennes qui ne peuvent jouir des privilèges des classes supérieures, mais craignent les désordres causés par les classes populaires, qu'il s'agisse de délits ou de révoltes. 2 ans après son cours en 1975, Michel Foucault publie Surveiller et punir, un ouvrage qui transforme radicalement la recherche internationale sur la pénalité et la prison. Dans le premier chapitre, il dit son admiration pour ce qu'il appelle le grand livre de Ruche et Kirchheimer, à savoir Punishment and Social Structure, dont il affirme tirer un certain nombre de repères essentiels, à savoir, je le cite, se défaire d'abord de l'illusion que la pénalité est avant tout une manière de réprimer les délits et que dans ce rôle, selon les formes sociales, les systèmes politiques ou les croyances, elle peut être sévère ou indulgente, tournée vers l'expiation ou attachée à obtenir une réparation, et analyser plutôt, au lieu de cette illusion, analyser plutôt les systèmes punitifs concrets, les étudier comme des phénomènes sociaux dont ne peuvent rendre compte la seule armature juridique de la société, ni ses choix éthiques fondamentaux, les replacer dans leur champ de fonctionnement où la sanction des crimes n'est pas l'unique élément. C'est ainsi qu'il devient possible, écrit-il toujours en référence à cet ouvrage, de mettre en relation les différents régimes punitifs avec les systèmes de production où ils prennent leur effet. Cette économie politique du corps, Michel Foucault, comme il l'écrit, Michel Foucault la reprend à son compte en montrant qu'elle révèle, je le cite, une microphysique du pouvoir. Il semble à la fois indéniable et paradoxal qu'une étude marxiste de l'histoire de la punition relativement ignorée jusqu'alors a influencé le philosophe français, inspirateur de ce qu'on a appelé de manière approximative la théorie culturelle du châtiment. Alors c'est en 1939 que Punishment and Social Structure est publié. Le sociologue allemand Georg Ruche en avait reçu la commande par l'Institut de recherche sociale, qui est le lieu d'émergence de l'école de théorie critique de Francfort, qui venait juste d'être créée. Le livre, achevé à Londres, où l'auteur s'est réfugié à la suite de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, est prêt l'année suivante, mais critiqué par des sociologues chargés de l'évaluer et délaissé par son auteur, il est repris, amendé et complété plusieurs années plus tard par un autre membre de l'Institut de Francfort, Otto Kirchheimer, exilé à Paris, puis à New York. Le châtiment en tant que tel n'existe pas, écrivent les auteurs, seuls existent des systèmes concrets de châtiment et des pratiques criminelles spécifiques. La double question qu'il pose est la suivante, je les cite, « Pourquoi certaines méthodes de punition sont-elles adoptées ou rejetées dans une situation sociale donnée ? Dans quelle mesure le développement de techniques pénales est-il déterminé par des relations sociales structurelles ?» Et pour y répondre, il propose une histoire longue du châtiment. Au Moyen Âge, selon eux, le droit féodal et la pénitence impliquent que le dommage fait à une personne soit réparé par une somme d'argent versée à la victime ou sa famille et que le coupable fasse pénitence, mais dans la mesure où les pauvres ne sont pas en mesure de régler leurs dettes, un châtiment corporel leur est administré. Il s'agit, à travers cette réparation, d'éviter que les conflits ne perdurent. À la fin de la période médiévale, l'augmentation de la population s'accompagne d'une paupérisation des paysans et entraîne une recrudescence des rapines, des brigandages et des révoltes, tandis que la centralisation du pouvoir conduit à la constitution d'un système pénal plus sévère dans lequel les magistrats deviennent les principaux bénéficiaires des sanctions financières et les ordonnateurs d'exécution capitale souvent cruelles. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, le contexte économique et démographique se modifie radicalement, avec d'un côté l'essor du commerce maritime et des conquêtes coloniales, et de l'autre, une baisse parfois considérable de la population, du fait des guerres, des épidémies et des famines, cette double conjoncture entraînant une raréfaction de la main-d'œuvre et une hausse des salaires. Au regard de cette nouvelle situation, les pratiques punitives se modifient. On n'exécute plus, car les nations ont besoin de forces vives et l'on adapte les peines aux injonctions du mercantilisme.
c'est l'époque des galères qui permettent aux vaisseaux de fonctionner jusqu'à ce que la voile les remplace, des transportations qui fournissent une main-d'œuvre pour développer les colonies, notamment américaines et australiennes, et des travaux forcés dans les maisons de correction, légitimant l'exploitation des délinquants et des criminels sur le territoire national. Avec la révolution industrielle du XIXe siècle, la prolétarisation d'une partie importante de la population et la constitution d'une armée de réserve de travailleurs sans travail génèrent une criminalité de survie à laquelle répond un surcroît de sévérité du système pénal, alors que se multiplient les prisons, destinées avant tout à mettre à l'écart, tout comme la relégation des récidivistes qui les éloignent souvent définitivement de la métropole. Ainsi, selon ces auteurs, à chaque grande période de l'histoire du monde occidental correspondent un mode de production, une situation démographique et un type de gestion pénale des classes populaires. Cette correspondance stricte entre les trois éléments et l'économicisme qui la sous-tend ont certes été critiqués, à la fois parce que les dispositifs punitifs imaginés à chaque époque étaient loin d'être aussi profitables qu'ils le croyaient, et parce que d'autres logiques, tant politiques que morales, idéologiques que symboliques, qu'ils ignoraient, étaient aussi à l'œuvre. Il n'en reste pas moins que le livre de Georg Rusch et Otto Kirchheimer a jeté les bases d'une analyse structurelle du châtiment. Dans une perspective moins systématique, plutôt qu'une histoire, c'est une généalogie qu'a reconstitué le sociologue de l'université de Berkeley, Loïc Vacan, pour comprendre l'appareil punitif contemporain aux États-Unis. L'incarcération de masse dans ce pays, où le nombre de détenus a atteint 2,3 millions en 2009, après une multiplication par 7 de ce chiffre en un peu plus de 3 décennies, a pour corollaire une surreprésentation considérable des minorités ethno-raciales, et notamment de la population noire, dont le taux d'incarcération est 5 fois plus élevé que la population blanche, soit 900 pour 100 000 habitants. Pour Loïc Vacan, cette évolution est la dernière étape d'un long processus de domination des Afro-Américains. La première a été l'esclavage, chattel slavery, qui a permis l'extraction d'une force de travail nécessaire au développement du pays par l'importation et l'exploitation d'hommes et de femmes réduits au statut déshumanisé de biens meubles qu'on pouvait vendre et acheter et bien sûr tuer impunément. La seconde a été, après la guerre civile, au terme de laquelle l'esclavage a été aboli, l'institution de la ségrégation et de la discrimination raciale par les lois Jim Crow votées dans les anciens États confédérés qui ont maintenu les populations noires du Sud dans une position inférieure avec des systèmes séparés de résidence, de transport, d'éducation, de services publics, tandis qu'en l'absence de terre, elles continuaient à être exploitées dans le cadre d'un salariat misérable et que pour ceux qu'on emprisonnait pour des délits souvent mineurs, le dispositif de convict leasing permettait de louer leur force de travail aux grands propriétaires. La troisième a été, à la suite d'une migration de millions d'Afro-Américains vers le nord, pour échapper à ce système, la constitution dans les centres-villes de ghettos paupérisés, dont une partie des habitants a pu être employée dans l'industrie fordiste, puis progressivement dans une économie de services, tandis que les autres, se trouvant sans activité, s'engageaient dans des pratiques déviantes, de plus en plus sévèrement réprimées. Enfin, après le succès du mouvement des droits civiques, malgré la fin officielle des législations discriminatoires et l'obtention d'une égalité formelle, le racisme des institutions a persisté, notamment à travers des politiques de law and order, la loi et l'ordre, qui se sont cristallisées dans la panique morale autour du crack et de l'héroïne et ont conduit à la war on drugs, la guerre à la drogue, visant spécifiquement les minorités. Quatrième étape, donc, cette incarcération de masse est l'aboutissement de cette histoire de la domination des Afro-Américains dans un temps où leur force de travail devient moins nécessaire à cause des transformations technologiques dans l'industrie, des délocalisations des activités de production et de la concurrence des migrants sur le marché de l'emploi. Le chômage, la pauvreté et la criminalité deviennent le lot de cette population vue comme surnuméraire, dont l'économie a désormais moins besoin, que la répression met à l'écart de la société
et dont l'emprisonnement massif fait baisser les chiffres officiels du chômage. On passe ainsi d'une logique du workfare à une logique du prison fare, autrement dit, d'une régulation des pauvres par le travail et l'aide sociale à une régulation des pauvres par la prison et l'exclusion sociale. Le moment est venu de tenter une synthèse de la reproduction de l'inégalité à travers les politiques punitives développées au fil des dernières décennies dans les pays occidentaux. Les États-Unis en ont fourni le modèle le plus extrême, mais l'Europe de l'Ouest n'a pas été épargnée. Parler d'inégalité signifie penser la société dans son ensemble plutôt que de se focaliser sur les seules catégories les plus modestes, comme on tend souvent à le faire, et par conséquent à s'attacher à comprendre à la fois comment on sanctionne les classes populaires et comment on épargne les classes privilégiées, ce que j'ai essayé de faire. Les travaux historiques que j'ai évoqués ont montré de quelle manière, depuis 2 siècles et demi, la gestion des pauvres s'était effectuée en bonne part à travers un double mécanisme de pénalisation et d'incarcération, les classes laborieuses étant devenues des classes dangereuses, selon la formule de l'historien Louis Chevalier, et du reste d'autant plus dangereuses qu'elles devenaient moins laborieuses lorsqu'une partie d'entre elles s'est trouvée frappée par le chômage. Ce double mécanisme s'est intensifié dans les années 1970 aux États-Unis et au cours de la décennie 1980 en Europe de l'Ouest, conduisant à une production en excès de délinquants et de prisonniers dans les milieux populaires, avec une surreprésentation des minorités ethno-raciales. Et il s'est accompagné d'un processus parallèle de dépénalisation des élites économiques et politiques, ainsi que de protection des mondes de l'entreprise et de la finance. Processus moins visible, car opérant en quelque sorte par défaut, contraste avec l'excès précédent, par défaut et de surcroît occulté par la médiatisation de rares affaires qui donnent l'impression que la justice frappe aussi les riches et les puissants. Cette période se caractérise par 2 phénomènes majeurs. Premièrement, une progression des disparités économiques, marquée surtout aux 2 extrêmes de la hiérarchie sociale, c'est-à-dire les très riches et les plus pauvres. Disparités qui se traduisent d'ailleurs en termes de santé, puisque l'espérance de vie des 5% les plus fortunés en France est de 13 ans supérieure à l'espérance de vie des 5% les plus modestes. Deuxièmement, une financiarisation de l'économie avec un décrochage entre l'activité financière, dont la dérégulation produit à la fois des enrichissements considérables et des bulles génératrices de crises graves, et l'économie réelle, dont les décisions en matière de production, de localisation, d'innovation dépendent de plus en plus des évolutions boursières. C'est dans ce contexte plus large qu'il faut appréhender la reproduction de l'inégalité sociale, y compris dans sa dimension punitive. Les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans ces transformations. Au risque de simplifier, on peut distinguer autour de la question de la faculté de punir 4 figures de l'État contemporain que j'analyse en référence implicite au cas français, mais avec lequel il est facile de faire des parallèles avec d'autres pays, notamment en Europe. 4 figures qui prolongent et complexifient en quelque sorte le dualisme de la main droite et de la main gauche proposé par Pierre Bourdieu pour décrire l'État. Premièrement, l'État néolibéral entend faciliter le développement de l'économie de marché par des interventions de dérégulation, ce qui fait obstacle à l'essor des entreprises, y compris en supprimant des contraintes légales en matière de contrôle des déviances et en atténuant les conséquences des infractions à la loi par le développement de solutions négociées. Ainsi, les élites, tant économiques que politiques, se trouvent-elles à l'abri des rigueurs de la justice. Deuxièmement, l'État social s'étiole sous l'effet d'une logique qui vise à réduire à la fois les dépenses publiques et les charges fiscales, avec une multiplication de mesures restrictives des droits et des allocations en matière de chômage, de maladie, de retraite, de logement, de formation notamment. Ainsi, les classes populaires constatent-elles la diminution de leurs prestations sociales au moment même où leur pouvoir d'achat baisse, tandis que la plupart des programmes de l'action sociale, de l'éducation nationale, de l'insertion par le travail, de l'aide au retour à l'emploi et de la prévention de la délinquance pâtissent du déclin de leurs subventions. Troisièmement, l'État punitif
se renforce sous l'effet du populisme pénal dans les mondes politiques et médiatiques, de législation plus sévère, de répression policière plus dure, de décisions judiciaires plus inflexibles. Cette évolution punitive n'affecte cependant pas tous les segments de la société de la même manière, car en choisissant de s'en prendre à certains types de délits, elle oriente les sanctions contre les classes populaires. De plus, elle suppose de protéger les exécutants de cette action politique et donc de garantir à la fois d'importantes prérogatives et une large impunité aux forces de l'ordre. Enfin, l'État libéral, au sens du libéralisme politique cette fois, d'un côté institue certaines dispositions juridiques visant à reconnaître des droits individuels formels aux justiciables, y compris en prison, et ce notamment parce qu'il est tenu de mettre en œuvre les directives et les législations de l'Union européenne, ce qui n'empêche pas qu'il soit régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce cadre. Et d'un autre côté, cet État libéral utilise le principe de libre arbitre et de responsabilité morale pour faire reposer la totalité de la charge sur les individus accusés de délits ou de crimes, comme on le constate, entre autres, dans l'adoption de législation restreignant le champ de l'application de l'irresponsabilité pénale pour les personnes présentant une maladie mentale qui les prive de discernement au moment où elles ont commis un acte délinquant ou criminel, ce que la Commission nationale consultative des droits de l'homme a récemment critiqué. La mise en relation de ces quatre figures de l'État, néolibéral, social, punitif et libéral, autour de la faculté de punir, permet ainsi d'élargir la perspective au-delà du seul châtiment, afin de mieux comprendre la manière dont les politiques contribuent à la reproduction de l'inégalité devant la peine. Je vous remercie.